Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un ou une passionnée de lecture. Et cet après-midi, je dirais que je reçois une grande dame martiniquaise. Donc, on va se tourner vers elle, on va dire bonsoir à... Je suis un peu émue par cette présentation. Je suis Imanié Dalila Daniel. Voilà, une grande dame, je ne sais pas, mais je fais de mon mieux, disons. C'est déjà très bien de faire de son mieux, donc ce qui fait que tu es une grande dame. Et les téléspectateurs qui n'ont pas compris comprendront pourquoi. Comme d'habitude, nous allons explorer des contrées et mon petit doigt me dit que nous allons parler de la Martinique. Peut-être les Antilles plus larges, mais on parlera de la Martinique, de l'histoire, de la culture, de nous aujourd'hui. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter mon dernier livre, qui est classé dans la catégorie Beau livre, qui est un livre d'art sur les tenues traditionnelles martiniquaises d'hier et d'aujourd'hui. Il s'appelle Les robes d'Émilie et il a pour ambition de montrer aux Martiniquais et aux Martiniquaises la richesse et le foisonnement du patrimoine vestimentaire local martiniquais et aussi de donner du sens à cette exubérance et à cette variété de costumes et de tenues que nous avons. D'accord. Alors, une chose qui pourrait interpeller, c'est le titre de ton ouvrage, oui. Les robes d'Émilie. Tout à fait. Qui est cette dame Émilie? Alors, Émilie, c'était le nom de ma mère. Elle s'appelait Émilie Daniel. Je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent et nous regardent ont dû la connaître à l'époque où elle se battait justement pour réimposer le port de la tenue traditionnelle aux Martiniquaises d'aujourd'hui, puisque dans les années 70, les tenues traditionnelles étaient en voie de disparition. On ne les sortait que pendant le carnaval. Et Émilie, qui avait un magasin à la rue Lamartine, s'est donné à ce moment-là pour mission de ressusciter les costumes traditionnels. Et pour les remettre en mémoire, elle a elle-même interrogé sa mémoire. Elle a reconstitué un certain nombre de tenues que faisaient sa mère et sa grand-mère, parce que dans ma famille, on était couturière de mère en fille. Et elle a fait des présentations de tenues traditionnelles qui ont eu énormément de succès et d'impact sur les gens, sur la population qui l'appréciait beaucoup, je crois. D'accord. Je te remercie pour cette ce début de mise en contexte, puisque on a plutôt tendance à penser que c'est maintenant, au XXIe siècle, que le combat pour les tenues commence, puisqu'on pourrait penser années 70, c'était acquis, la tenue traditionnelle, et tu nous expliques que c'était vraiment à des rares occasions, que déjà à cette époque... Oui, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la récolte des graines qui ont été plantées il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, puisque il y a un certain nombre de grandes dames, c'est ça mon crié, des grandes dames de ce pays qui ont eu l'occasion d'écrire, de parler, de mettre en valeur ce patrimoine. Je pense à Madame Grazielle Bontemps, je pense à Madame Longfou, Marie-Thérèse Julien Longfou, je pense à d'autres, qui serait trop long à citer ici. Et Émilie Daniel fait partie de cette génération-là, et elle a travaillé avec ces dames, justement. Elles ont collaboré ensemble, notamment Madame Longfou, pour pouvoir être au plus près de la réalité de ces tenues. Parce que, en fait, ces tenues, c'est pas seulement des belles robes. Il y a une histoire qui est liée à la création de ces tenues. Et
c'est vrai que ma mère était une esthète, c'était une artiste, donc elle s'est vraiment, vraiment penchée sur l'esthétique de la chose. Elle aimait les belles robes, elle aimait les beaux tissus, elle avait un magasin de tissus, donc c'était sa passion. Et elle m'a obligée à m'intéresser à ce sujet, parce qu'à l'époque, ça n'intéressait personne. En 1970, personne ne s'intéressait à ce sujet. Et je lui disais d'ailleurs, maman, pourquoi tu fais ça? Ça n'intéresse personne. Et elle m'a obligée, en réalité, à m'intéresser à ce sujet. Au bout d'un moment, comme disait mon ami Alexandre Cadet-Petit, qui venait voir ces spectacles, il me disait, c'est somptueusement ringard. C'est-à-dire que c'est beau, c'est magnifique à regarder, mais ça ne dit rien, ça n'apprend rien. Ça m'avait frappé, cette réflexion. Je me suis dit, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a autant de tenues différentes? Pourquoi nos tenues sont-elles si somptueuses? Pourquoi avons-nous ce goût de l'habillement, de la parure, des bijoux et des coiffes? Pourquoi nos coiffes sont si ostentatoires? Je me suis posé des questions. Et je me suis mise à chercher pour donner au spectacle de maman un caractère un peu plus informatif et, j'allais dire, scientifique. Et j'ai fait des découvertes extraordinaires. Et c'est un petit peu ce qui faisait l'originalité à la fin des spectacles de maman, c'est que quand les gens venaient voir des belles robes, ils venaient voir des belles robes, mais ils repartaient aussi avec des informations sur eux-mêmes. Parce que c'est leurs ancêtres qui ont créé ces tenues. Et ça, c'était un motif de fierté pour ce public qui découvrait que finalement, ça n'était pas que des belles robes, mais que ça avait du sens, beaucoup de sens. Alors, est-ce qu'on a, avant d'entrer dans le détail de la chose, est-ce qu'on a une idée approximative du nombre de robes? De tenues, tu veux dire? Du nombre de tenues. De tenues. Bon, il y a peut-être une dizaine de robes. Et en fait, on peut dire que les tenues traditionnelles se divisent en 3 groupes. Il y a, je dirais, des robes blanches, dont des robes créoles, qui sont des robes héritées des femmes créoles de la Martinique, qui, sous l'influence de Joséphine de Beauharnais, ont adopté un certain style, et ce style s'est transmis auprès des populations, des classes populaires. Et il y a les jupes, qui, elles aussi, c'est depuis l'origine que les jupes existent, depuis les tout débuts de l'esclavage, et elles se sont étoffées et améliorées, et elles se sont, j'allais dire, spécialisées, parce que chaque catégorie a adopté un certain nombre de tenues. Et puis, il y a la grande robe. Et la grande robe, c'est décliné pour toutes les circonstances de la vie. C'est-à-dire que la grande robe, c'était la robe que l'on portait pour toutes les occasions. Et c'est une robe extraordinaire, c'est une robe magique, la grande robe traditionnelle. C'est pas une robe comme ça, juste comme ça. Non, non, la grande robe traditionnelle raconte une histoire et elle représente le génie de ces femmes qui n'avaient pas de moyens, quand elles faisaient une robe, c'était pour toute la vie. Donc, elles ont trouvé des astuces dans la robe pour faire que, en vieillissant, en grossissant, en avançant en âge, qu'elles puissent toujours les porter. Donc, il y a des astuces, il y a du génie dans la grande robe traditionnelle, il y a du génie dans les coiffes, notamment la chaudière qui est faite avec un morceau de papier et un morceau de tissu. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on les a empêchés de porter des chapeaux. Donc, on les a empêchés, on leur a interdit de... Parce que ce qui se passe, en gros, c'est que notre histoire, ça vient de là. Les esclavagés étaient réduits à l'impuissance par la nudité. La première chose qu'on faisait pour réduire ces hommes et ces femmes, on les mettait nus. Vous savez, quand vous êtes nus, vous perdez un peu vos moyens. Et on les a laissés la plupart du temps nus sur les habitations, nus ou avec des hardes.
on les laissait tellement nus et affamés que on a dû prendre le pouvoir colonial a dû prendre des mesures pour obliger les esclavagistes à nourrir et à habiller leurs bêtes de somme. Et le Code noir imposait une certaine quantité de farine de manioc par semaine et 4 mètres à peu près de grosses toiles par an pour s'habiller. Et en partant de ces 4 mètres de grosses toiles, elles sont arrivées à faire ces tenues parce que dès qu'elles ont pu, ils aussi, parce que les hommes aussi ont participé à cette reconquête de leur dignité par l'habillement, dès qu'ils ont pu, avec des moyens que leur donnait la vente du surplus de leur petit jardin que le maître autoproclamé leur donnait pour éviter de leur donner leur nourriture, donc il donnait un petit bout de terre pour planter. Et avec ce peu de revenus, ils ont commencé à s'habiller et à se parer de bijoux. Alors avant, ils avaient des bijoux en verre, en grenat, etc. Et ils ont commencé à porter des bijoux en or. Dès le début, dès qu'ils ont pu. Et ils ont trouvé dans le fait de s'habiller une manière de redevenir des hommes. Et ils se sont appliqués à bien s'habiller, malgré leur misère, malgré leur souffrance. Quand ils en avaient l'occasion, ils s'habillaient et ils s'habillaient bien. Et ils s'habillaient tellement bien que les femmes créoles ont trouvé qu'elles étaient supplantées par leurs esclavagés quand elles sortaient, parce que la plupart du temps, les sorties, c'était la messe et les processions religieuses. Et donc, à plusieurs reprises, elles ont écrit au roi de France pour demander, pour dire qu'en sortant avec leurs esclavagés, qu'elles avaient l'air d'être les maîtresses et elles avaient l'air d'être leurs bonnes. Donc, il fallait prendre des mesures pour les empêcher de s'habiller, pour les empêcher de porter certaines couleurs, pour les empêcher de mettre des chaussures, de porter des perles, de mettre des chapeaux. Et ça, c'est sur au moins un siècle et demi. Ça a commencé en 1700 et quelques, et jusqu'à la fin presque, ils ont pris ce qu'on a appelé des lois somptuaires pour empêcher aux Africains là de s'habiller. Et chaque fois qu'ils ont pris des lois, ces gens intelligents, ingénieux, ont détourné les lois la plupart du temps en leur faveur. Par exemple, on leur a interdit de porter des perles. Les perles étaient réservées aux femmes blanches. Et bien, elles ont créé le grain d'or. Puis plus tard, le collier chou, qui sont devenus des emblèmes, des bijoux emblématiques des Martiniquaises. Donc, voilà, c'était une façon, s'habiller, d'abord acheter de l'or et avoir des bijoux, c'était une manière de posséder quelque chose, puisqu'elle n'avait rien. Donc, elle possédait quelque chose, et ce quelque chose, elle pouvait le transmettre. Et ça ne perdait pas, l'or ne perd pas de valeur avec le temps. Au contraire, la plupart du temps, il en prend. Donc, c'était une manière pour elle de thésauriser, de faire des économies et de constituer un petit pactole qu'elle pouvait transmettre à leurs filles, notamment. Et puis, le fait de s'habiller, c'était redevenir un homme, redevenir une femme, parce qu'on leur a pris leur corps, mais on n'a pas pu les empêcher d'habiter dedans. Et ceux qui habitaient dans les corps, c'était des gens qui avaient une culture millénaire de l'habit, de la parure, de l'apparence, de l'habillement, du tissu, du bijou, du maquillage, puisque ça a toujours existé en Afrique. Donc, ils sont redevenus eux-mêmes par leur tenue. Les femmes plus que les hommes, parce que les hommes, en fait, ils s'habillaient très bien aussi. Ils avaient des chemises à volants, à jabot, avec des boutons en or, etc. Et les lois somptuaires ont cassé ça sur eux.
Après, ils se sont habillés comme les maîtres, autoproclamés, parce qu'on est maître de personne, en fait, dans la réalité. Mais ceux qui se sont proclamés maîtres, ils s'habillaient comme eux. Et cette tenue de l'homme blanc est devenue la tenue de l'homme noir. Il avait sa tenue de travail et puis il avait le pantalon et la chemise. Et ça n'a guère changé jusqu'à aujourd'hui. Tandis que les femmes ont créé, elles sont parties de ce qui avait pendant cette période de l'esclavage et elles ont étoffé leur garde-robe et elles ont poussé parfois le luxe à l'extrême. Par exemple, c'est le cas avec la jupe calandée. La jupe calandée qui était une jupe que ne pouvaient s'offrir que des femmes qui avaient les moyens. Or, en ce temps-là, qui avait les moyens? C'était les matadors de Saint-Pierre. Parce que n'oublions pas qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas de moyens de grimper dans l'échelle sociale. Elles ne pouvaient pas grimper par le travail, elles ne pouvaient pas grimper par leur mérite personnel. La seule chance qu'une femme avait, une femme noire, c'était d'être remarquée par un homme, d'être mise en case par lui et qu'il s'occupe d'elle. Donc, certaines de ces femmes qui avaient une vie beaucoup plus aisée que les autres marquaient justement leur différence par leur façon de s'habiller, une façon un peu plus ostentatoire de s'habiller. Et c'est pour elles qu'on a créé le calendage. Le calendage, c'est la peinture du madras pour en faire un tissu différent, pour que ce tissu ne soit pas pareil que celui de l'autre. Parce que les madras étaient tous pareils finalement. Mais en repeignant ou en redessinant les lignes du madras, on faisait son propre tissu. Et donc, ça coûtait une fortune de le faire à l'époque. Quand Lafcadio Hearn en parle à la fin du 19e, il dit que dans les années 1860 par là, il dit que les calendeuses sont en voie de disparition déjà à l'époque. Donc, ça veut dire que c'était une habitude, mais que petit à petit, c'est une habitude qui a été perdue. Parce que ça coûtait cher. Vous imaginez, elle faisait un mélange avec du jaune de chrome et de la gomme arabique. Elle prenait une plume d'oie et avec la plume d'oie, elle repeignait systématiquement le madras. Il fallait en peindre beaucoup parce qu'il fallait faire la jupe, le foulard et la coiffe. Donc ça demandait une certaine quantité de tissu, d'autant que les jupes étaient opulentes, elles étaient larges, elles étaient à queue, elles étaient magnifiques ces jupes. Donc ça coûtait beaucoup d'argent et seules pouvaient se payer ces jupes des femmes qui avaient des moyens conséquents. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que, alors, bon, tu as mentionné un petit peu Saint-Pierre, mais est-ce qu'il y a des tissus, des tenues qui viennent de certains coins spécifiques de la Martinique? Ben, on pourrait penser qu'il n'y a pas de tenue spécifique à Sainte-Anne ou au Gros-Morne. C'était Saint-Pierre qui était la capitale de la mode de la Caraïbe. Oh. À l'époque, en 1900, c'est les parapluies et les revues de mode étaient, dit-on, les objets les plus vendus et les plus importés à Saint-Pierre en 1900. Il y avait des boutiques de mode, il y avait des magasins de tissus et de robes. Mais la plupart du temps, c'était des robes pour les femmes occidentales ou occidentalisées. Ce n'étaient pas les robes de nos mamies, de nos mamans qui elles-mêmes faisaient leurs robes à la main. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des tenues créoles, il y a certaines gaules, la gaule empire, la gaule princeps, ce sont des choses qui viennent directement des femmes créoles, dont Joséphine. Et puis, il y a les tenues traditionnelles martiniquaises qui, elles, ont été créées par les Africaines déportées ou nées en déportation. Donc, et elles se sont basées, elles ont fait avec ça comme on a fait avec tout, elles ont pris ce qu'elles avaient sous la main et elles l'ont mis à leur sauce. En l'occurrence, une sauce fastueuse, puisque la grande robe traditionnelle est indémodable.
Qu'est-ce qui va démoder ça? Aucune robe ne peut démoder ça d'ailleurs. Maman avait l'habitude de dire, et nous le disons après elle, que ce sont les plus belles robes du monde, des grandes robes traditionnelles. Et ce sont des robes magiques parce que c'est une robe qui vous va, que vous soyez jeune ou âgé, que vous soyez mince ou grosse, quelle que soit votre corpulence, la grande robe vous ira. Elle est magique, véritablement. Donc, c'est à Saint-Pierre que c'est cristallisé le goût des Martiniquaises de toute catégorie sociale pour le linge, ce que nous on appelle linge-nous. Voilà, c'est à Saint-Pierre que c'était le plus fort. C'est là qu'il fallait aller pour acheter des tissus, pour acheter des dentelles, pour acheter des satins, pour acheter des rubans, des parapluies, des chaussures, des bas, des éventails, tous les accessoires qui vont avec la grande robe. C'était Saint-Pierre qui était la capitale de la mode de la Caraïbe. Et il y avait des tissus et des accessoires qui venaient de partout dans le monde, hein. D'Inde, mais d'Europe, d'Italie, du Pérou, enfin de partout. Il y avait, à l'époque, ne l'oublions pas, chaque jour, il y avait 400 à 500 bateaux qui étaient dans la rade de Saint-Pierre, hein, oui, à l'époque. Donc on ne voyait pas l'horizon parce qu'à Saint-Pierre, dans la rade, on ne voyait pas l'horizon. Parce que l'horizon était barré par les centaines de bateaux qui chaque jour venaient croiser dans le port de Saint-Pierre pour apporter des marchandises et pour en ramener. Ils ramenaient du sucre, etc. Saint-Pierre, c'était une ville extraordinaire à l'époque. On faisait des allumettes, des miroirs, on faisait tout à Saint-Pierre. On fabriquait de tout à Saint-Pierre. C'était une ville vraiment moderne où il y avait l'électricité, il y avait de l'eau qui coulait dans les rues, c'était gratuit, il y avait le tramway, il y avait énormément de choses modernes qu'on n'a pas retrouvées dans le pays après la catastrophe. De toute manière, aucune ville, même Fort-de-France aujourd'hui, n'atteint pas le niveau de technicité et d'industrialisation que Saint-Pierre a eu avant la catastrophe. Donc la mode s'est développée particulièrement à Saint-Pierre. C'est d'ailleurs à Saint-Pierre que ma grand-mère couturière m'emmène. Elle a 20 ans, elle marche à Saint-Pierre et elle me fait découvrir justement ce patrimoine, ces tenues que les femmes portaient, que ce soit au marché, dans les champs, au théâtre, au jardin d'acclimatation, dans la rue, à la sortie des églises, etc. Et c'est là que si on voulait connaître la mode, il fallait venir à Saint-Pierre. D'accord. Donc, on peut faire le lien entre la catastrophe de 1902 et la baisse pour cet engouement pour les tenues, la mode? C'est-à-dire qu'en 1902, la vie artistique et culturelle s'est un petit peu arrêtée. Puisqu'on disait que c'est justement parce que Saint-Pierre avait trop de faste et de glorioles que la montagne, que Dieu avait puni les Pierrotins pour cette exubérance, etc. Donc les gens se sont calmés. Et c'est vrai que la créativité au niveau vestimentaire s'est un peu figée. Et il a fallu justement attendre Émilie dans les années 80 pour que, une fois ces tenues remises dans la mémoire des gens, elle les a modernisées, ce qui n'a pas été facile à l'époque. Et elle a créé une robe qui s'appelle la robe de l'an 2000, qui était révolutionnaire à l'époque, puisqu'elle pouvait être portée comme une robe moderne par les femmes d'aujourd'hui. Et elle est d'une élégance folle, cette robe extraordinaire, et elle est devenue aussi indémodable que les modèles qui l'ont inspirée, c'est-à-dire la grande robe. Donc cette créativité n'est pas morte, mais elle a été mise en sommeil par la souffrance, par le deuil. Toutes les familles ont perdu quelqu'un à Saint-Pierre, donc personne n'avait envie après de faire tellement la fête. Mais on retrouve dans certaines images de carnaval à Fort-de-France après 1902, tout le monde était en tenue traditionnelle. Les gens qui n'étaient pas déguisés étaient en tenue traditionnelle. Mais à l'époque, ce n'était pas une tenue traditionnelle, c'était une tenue ordinaire, banale, quotidienne. Oui, c'est ça. Quotidienne. Et c'est aujourd'hui qu'on voit que ce qui était le quotidien de ces gens est devenu notre tradition vestimentaire. D'accord.
D'accord. Et l'idée de livre, elle est venue à quel moment? Alors, l'idée du livre à 30 ans. L'idée du livre à 30 ans, puisque lorsque je faisais mes recherches pour les spectacles de maman, il y avait quelques livres qui étaient sortis sur les costumes, dans lesquels je n'ai pas trouvé toutes les informations qu'il me fallait pour tenir un discours, celui que je voulais tenir, c'est-à-dire le pourquoi, le comment, etc. Et donc, quand j'ai commencé à faire ces recherches, je me suis dit, mais il faut que quelqu'un, un jeune qui s'intéresse à ça, il faut qu'il puisse trouver ces informations-là quelque part. Et puis le temps a passé, et ma mère me disait tout le temps, tu devrais écrire un livre sur les tenues parce que, on voit à peu près n'importe quoi, les gens font n'importe quoi. Or, la tenue traditionnelle a des règles très strictes. Et d'ailleurs, il faut saluer le travail du docteur Rose Rosette et de son équipe, puisqu'il n'était pas seul, et le travail du comité Carnaval Fouillal, qui ont grandement contribué également à restaurer dans l'esprit des gens la tenue traditionnelle en imposant un passage en tenue traditionnelle dans les élections de reine. Et ça a été très, très fort et très important pour pouvoir maintenir ces tenues qui n'étaient portées que par les grandes personnes. Oui. Les gens qui avaient l'habitude de porter leur tenue dans les années 30, 40, 50, mais en 60, 70, 80, elles ont continué de mettre leur grand robe pour aller à la messe, pour aller à l'enterrement. Mais c'est pour ça d'ailleurs c'est de là que vient cette expression horrible de robe grand-mère que personnellement je n'accepte pas, parce que ce n'est pas une robe de grand-mère, même si nos grands-mères l'ont portée, mais c'est la grande robe traditionnelle. C'est ça son nom. Voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi je te disais ça. On parlait tu m'expliquais le contexte. Je t'ai demandé l'idée du livre. Oui, l'idée du livre. Comment voilà. ça avait germé. Et donc, ma mère, voilà. Et donc, sur son lit de mort, elle nous a fait promettre deux choses. À moi, de faire ce fameux livre que je promettais de faire, mais que je n'avais pas eu le temps de faire, et à notre famille de créer un musée, une maison du costume traditionnel martiniquais, parce qu'elle a fait don de toutes ses robes à la Martinique pour faire ce musée. Parce qu'elle a dit, quand j'ai commencé, le costume était en voie de disparition, il ne faut pas que cela se reproduise. Donc il faut qu'il y ait un endroit où les jeunes, les écoles, les touristes viennent voir ce patrimoine que nous avons ressuscité en quelque part et qu'il nous faut maintenant protéger, préserver. Mais il faut d'abord le rendre à l'esprit des descendants de ceux qui l'ont créé. Et c'est en ce sens que ce musée est nécessaire. Et le livre, donc l'année dernière, à l'occasion de son anniversaire, mes sœurs m'ont dit, on ne peut pas encore faire le musée, mais toi, tu peux faire le livre. Je dis, bon, ok, c'est vrai, je peux faire le livre. Bon, j'étais occupée par d'autres projets, et puis, je me suis décidée à le faire, ce livre, parce que la Martinique le mérite, les Martiniquais le méritent. Et maintenant qu'il est fait, on aura la possibilité de tenir notre deuxième promesse, mais il fallait d'abord que ce livre sorte pour que les Martiniquais prennent conscience de ce que représente ce patrimoine vestimentaire, parce que ce n'est pas seulement des belles robes. C'est pour ça que j'ai fait appel à deux personnes hyper conscientes pour intervenir dans ce livre. Il y a Madame Aneta Vete-Kongolo qui a fait la préface et qui explique très bien l'importance de ce patrimoine. Et puis, il y a Madame Juliette Smeralda qui a bien voulu apporter sa contribution et nous donner un point de vue sociologique sur ce que ça représente, ces tenues. Parce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, que ce n'est pas juste des belles tenues. Ça a du sens, ça nous apprend des choses sur notre histoire et sur nous-mêmes.
D'accord. Est-ce que on peut dire que l'objectif est atteint? Je verrai avec l'accueil que vont réserver les Martiniquais à ce livre. En tout cas, le mien est atteint. C'était de donner, là encore, le meilleur de moi-même dans la transmission de ces connaissances que j'ai acquises le long des années. J'ai travaillé 40 ans avec ma mère. J'étais sa tête chercheuse, son metteur en scène, sa compositrice, l'organisatrice de ses spectacles, la présentatrice de ses défilés. Donc j'ai appris énormément de choses et c'est vrai que je suis très heureuse d'avoir pu les consigner quelque part. Ça y est, c'est fait. Je peux passer à autre chose. C'est fait. Maintenant, je verrai comment les Martiniquais accueillent ce travail. Petite question, peut-être difficile, mais c'est pas un piège. Est-ce que tu as une tenue préférée? Ah, mais la grande robe. La grande robe. Ben, explique-nous pourquoi. Ah non, mais parce que c'est la plus belle robe du monde. Ah, d'accord. C'est la plus belle robe du monde, ça devrait être un argument suffisant. Mais c'est en plus une robe qui syncrétise tout le talent, le génie, l'imagination, le goût de l'esthétique des Martiniquaises. Alors, ce n'est pas une robe qu'on trouve seulement en Martinique. On la trouve également en Guadeloupe, on la trouve en Guyane, on la trouve dans les îles anglaises avec des aménagements particuliers. Mais cette robe, cette coupe, ce modèle est génial. Et ça va à tout le monde. Donc, ça me va très bien. Donc, c'est ma tenue préférée. Ça prend combien de temps pour créer? Pour faire une grande robe? Oui. Quand on est une couturière occasionnelle, on peut prendre une semaine à 15 jours pour faire une grande robe. Quand on est une couturière professionnelle aguerrie et qu'on n'a que ça à faire, ça peut prendre 2-3 jours. Quand on sait y faire. Oui. Quand on sait y faire. D'accord. Eh bien, je regarderai la grande robe différemment. Ah oui, c'est une robe extraordinaire. C'est une robe que j'ai portée au quotidien pendant des années en Martinique. Hein. On était deux à s'habiller en tenue traditionnelle. Il y avait Zaza qui s'habillait en jupe et qui faisait des accueils touristiques à Fort-de-France. Et puis, je mettais ma grande robe tous les jours parce qu'un jour, j'ai osé le faire et je me rappellerai toujours de ce jour où je me regarde dans la glace et je me dis, bon, est-ce que je vais descendre en ville comme ça? Je devais aller en ville. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et puis j'ai un petit neveu, Jean-François, qui avait peut-être 4 ans à l'époque. Et il rentre dans la chambre, il me voit, il me dit, oh, Tati, tu es belle! Alors j'étais toute contente, j'ai dit, bon, je vais en ville. Et quand je suis allée en ville et que je suis descendue du car, tout le monde m'a dit bonjour. C'était stupéfiant. Et tout le monde me souriait. Bonjour madame, bonjour madame. Et ça, je me suis dit, ok, voilà, j'ai trouvé mon look. Et je me suis habillée comme ça pendant des années. Jusqu'à maintenant, mais beaucoup moins parce que j'ai d'autres goûts vestimentaires, notamment je me suis tournée vers les tenues africaines que j'apprécie aussi beaucoup, mais la grande robe, c'est ce chef-d'œuvre mondial et que je ne veux surtout pas voir classé au patrimoine de l'humanité, parce que nous devons garder la liberté que ma mère a prise sur la grande robe, nous devons pouvoir la garder. Or, comme ces choses-là sont classées, après, on n'a plus le droit de changer un pli. Et ça, je n'ai pas envie que des gens empêchent des jeunes qui soient inspirés de eux aussi créer leur tradition dans 50 ou 100 ans. Donc, la tradition ou le patrimoine n'empêche pas l'évolution. Mais pas du tout, au contraire, c'est une source inépuisable d'inspiration. C'est une source d'inspiration. Le Belay a inspiré une musique moderne, les musiques rurales, Biguine, Mazioka, etc., inspirent les musiciens d'aujourd'hui. La culture et l'art sont
c'est de l'art. En fait, ces tenues, c'est de l'art. Donc, ce sont des sources d'inspiration. Et on ne va pas refaire ce qui a été fait, mais on peut partir de ce qui a été fait. Et tout créateur a le droit d'interroger son patrimoine. Une fois qu'on connaît le patrimoine, ça y est, avec ce livre, c'est fixé, c'est là. Après, on peut créer. Et il faut créer. On ne peut pas empêcher un artiste styliste de rêver ou de créer à partir de la tradition de son pays. D'accord. Ça serait cruel. Non, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui seraient peut-être très rigides, dire que ben non, on ne touche pas. C'est ce qui est arrivé à ma maman. C'est ce qui est arrivé à ma maman. Quand elle a touché, quand elle a modernisé, quand elle s'est mise à créer et tout, on a crié au scandale. Mon Dieu, elle avait touché, c'était sacré, il ne fallait pas toucher, etc. Bon, maintenant, tout le monde trouve normal d'avoir une robe modernisée ou d'inspiration traditionnelle. Mais ces moments qui a subi les plâtres pour qu'aujourd'hui les femmes puissent librement adapter leur tenue à leur quotidien. Donc ça, c'est passé, ça. Maman a payé pour tout le monde. Elle a payé pour tout le monde. Et en fait, c'est-à-dire qu'elle souffrait de ces critiques parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre que les gens soient si bétonnés. Mais en même temps, elle était ravie parce que le public la suivait, le public était avec elle, les gens l'aimaient, venaient à ses spectacles, venaient la voir pour s'habiller, venaient... Et donc, elle s'en fichait à la fin, vraiment. Et elle a continué de créer jusqu'à la robe de mariée, en tenue traditionnelle. Régine a été la première, ma petite sœur, à se marier, il y aura 40 ans bientôt, à la mairie de Fort-de-France, en tenue traditionnelle. Et maman, par la suite, avec la robe de l'an 2000 qu'elle a créée, a fait des robes de mariée modernes, mais basées sur la tradition. Il n'y a rien de plus beau que ça. Pourquoi on va utiliser des modèles qui viennent d'ailleurs, alors que nous avons un modèle extraordinaire de robe que l'on peut adapter de la naissance au mariage? Pourquoi pas? D'accord. Effectivement, dans tes explications, quand tu as donné le contexte de naissance, notamment du temps de l'esclavage, j'ai pu me rendre compte. Je ne suis pas artiste, hein. Je n'ai pas le génie créatif artistique, mais j'ai pu quand même me rendre compte que nos ancêtres, ils étaient créatifs. Ils étaient géniaux. Malgré les contraintes auxquelles ils devaient faire face, ils n'ont que ça, ils ont réussi à trouver en fonction des circonstances. Et c'est ça qu'il faut saluer. C'est pour ça qu'il faut avoir du respect pour ce patrimoine, parce qu'il a été créé dans les conditions les plus inhumaines de vie qui soient au monde. Donc, qu'elle soit arrivée à transcender justement cette période dramatique de notre histoire et qu'elles aient réussi à sortir cette richesse vestimentaire, mon Dieu, mais c'est comment notre patrimoine vestimentaire est époustouflant, magnifique. Donc, on regarde les femmes qui ont fait ça et puis on dit ouais, chapeau, bravo. Et c'est nos ancêtres, c'est tout le monde. Ce sont les ancêtres de nous tous qui ont fait ça avec le temps. Et puis il y a des modèles qui se sont figés parce qu'ils étaient pratiques. Ils étaient tellement pratiques qu'ils sont restés. Donc c'est une création collective et de personnes, comme je dis, qui se sont battus pour s'habiller, qui se sont battus pour imposer leur tenue, leur goût et pour retrouver leur dignité à travers leurs vêtements. Et ça, c'est pas juste robe la belle, ah ouais, robe la belle, jupon jaune, robe la blé. Bon, tout ça c'est joli, mais en plus de la joliesse, il y a la reconnaissance du talent, du génie, de la résilience de ces personnes qui ont trouvé par l'habillement le moyen de redevenir des hommes dignes. Voilà, ils retrouvaient de la dignité
quand ils s'habillaient. Les rois, madame, t'es qu'à mettre tes grands robes en l'air. Et d'ailleurs, toutes les femmes de la Martinique savent bien que quand on met la grande robe sur soi et qu'on attache la ceinture à l'intérieur, il se passe quelque chose. Et pas juste une robe. Il se passe quelque chose. On attache sa robe, met sa ceinture, on relève sa robe. Tout ça, ce sont des gestes qui font... En refaisant ces gestes, on peut très bien imaginer ce qui se passait dans la tête de ces femmes quand elles s'habillaient pour aller quelque part. Donc, et au début du 19e, on retrouve, milieu du 19e, la grande robe est fixée, elle est finie. Donc, en plein esclavage. Donc, voilà, il y a de la valeur, du respect, de la dignité, et ça, nous le devons aux ancêtres de tout le monde. Et c'est ça qu'on appelle le patrimoine, c'est ce qui appartient à tout le monde. Eh bien, ce patrimoine qui aujourd'hui appartient à tout le monde est la réalisation des ancêtres de tout le monde. Et je crois que nous pouvons être fiers de nos ancêtres et de voir qu'ils sont partis de la nudité, puis de 4 mètres de grosse toile pour arriver à nous léguer un patrimoine aussi extraordinaire. C'est aussi un hommage à nos ancêtres, ce livre, un hommage à ces hommes et ces femmes qui, dans ces conditions terribles, pénibles, ont su retrouver par le linge un moyen d'affirmer au monde leur humanité, de regagner leur humanité. Merci beaucoup, Imanié, pour cette présentation. Et je pense qu'à partir de maintenant, pour ceux pour qui ce n'était pas encore le cas, on verra les tenues différemment. On verra les belles tenues, les belles robes. J'ai un exemplaire pour l'instant, mais il est magnifique. Il est magnifique, c'est mon petit bébé, je le garde, je suis tellement contente. Je suis heureuse, parce que c'est énormément de travail, il y a 314 pages, et puis j'ai des amis qui ont posé pour moi, des amis artistes qui ont bien voulu me donner ce love. Bon, là, vous voyez Jocelyne Béouard, mais il y a également Céline Flériac, Gertrude Sénet, Jala, Arlette Pujard, Geneviève Mourès. Je ne les ai pas toutes en tête, malheureusement. Suzy Trébeau, Daniel René Corail, Barbara Jean-Élie. Il y a des belles personnalités très fières de porter leur tenue. Et c'est ça qui m'a le plus frappée. Il y a 2 choses qui m'ont frappée. C'est qu'elles ont tout de suite dit oui. Et c'est le plaisir qu'elles ont pris à mettre la tenue et à poser pour nous, pour la Martinique. Ça, c'est incroyable comme souvenir. Je suis très contente. Et finalement, ce livre est plein d'amour, plein de souvenirs, plein de respect pour nos ancêtres, de respect pour mes ancêtres, de respect pour ce patrimoine, de respect pour ce pays qui a pu accoucher d'un tel trésor. Et je suis contente, quoi. Ah non, mais il est au top. Il est beau. Merci beaucoup, Imanié. Merci beaucoup. C'est un délice. J'espère que vous n'allez pas me trouver trop prétentieuse. Pourquoi? Parce que il paraît qu'il ne faut pas dire qu'on est heureux. Ça blesse ceux qui ne peuvent pas l'être. Non. Mais je suis très heureuse d'avoir fait ce travail et surtout qu'il soit fini. Nous sommes très contents pour toi et c'est une belle fierté martiniquaise. Merci beaucoup. Si comme Imanié, vous souhaitez venir sur le plateau nous présenter vraiment un coup de cœur, comme c'est le cas pour elle, vous pouvez le faire. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13, et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.